Bienvenue dans le débat sur France 24. Les dirigeants du monde entier sont à New York, aux Nations Unies. Les chefs d'État enchaînent les discours à la tribune de l'Assemblée générale annuelle. La guerre en Ukraine, la crise climatique ou encore l'insécurité alimentaire ont des conséquences mondiales, mais dans un monde de plus en plus fragmenté. Nous nous réunissons à un moment de grand péril pour le monde, a lancé Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Joe Biden devrait s'exprimer demain, ainsi que Volodymyr Zelensky par vidéo. Emmanuel Macron dans la soirée. Les absents de cette grand-messe sont Vladimir Poutine et Xi Jinping. C'est Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui fera le déplacement. Alors que peut faire l'ONU pour résoudre des conflits comme la guerre en Ukraine, alors que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité? Que peut faire l'ONU pour faire respecter les droits de l'homme en Chine, alors que la Chine est un membre permanent des Nations Unies? Que peut faire l'ONU pour faire appliquer les accords sur le climat? Le multilatéralisme est-il encore considéré ou n'est-il plus qu'une utopie dans un monde fracturé? Eh bien, on va en débattre avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sédik Abba. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et écrivain, auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. C'est à Impact Édition et c'est sorti donc en 2022. Merci d'être avec nous. En face de vous, Michel Duclos, bonsoir. Diplomate, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Votre dernier article, La guerre en Ukraine, comment la Russie a perdu l'Occident, est publié dans la revue Commentaire. Bienvenue à vous. Ensuite, Frédéric Joly est avec nous, porte-parole du CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Bienvenue à vous également. Tout de suite, direction de New York, où on retrouve notre envoyé spécial Marc Perelman. Marc, bonsoir. Vous êtes devant l'immeuble des Nations Unies sur l'East River. C'est à peu près la 40e à New York, à Manhattan. Les discours ont démarré. Il y a eu Jair Bolsonaro, il y a eu Macky Sall. L'ONU sert-elle encore à quelque chose ? Oui, bonjour Stéphanie. C'est vrai que autant le temps est ensoleillé ici à New York, autant l'atmosphère est très sombre dans l'immeuble de verre derrière moi parce que les problèmes se multiplient. Alors on sait que l'ONU souffre déjà des déséquilibres dénoncés notamment par les pays en développement, le fait qu'il n'ait pas de réelle voix au chapitre au Conseil de sécurité. Mais là, c'est vrai que le Conseil de sécurité est fracturé. Il y a la Russie, il y a la Chine d'un côté, il y a la guerre en Ukraine, il y a les tensions sur Taïwan. Et le secrétaire général de l'ONU, que j'ai interviewé il y a 2 jours, tente de garder cet équilibre précaire, mais c'est vrai qu'il constate cette paralysie, même cette fracture. Alors oui, il y a eu la guerre froide, là il y a une sorte de nouvelle guerre froide qui s'installe et qui paralyse le système onusien. On le voit évidemment avec la guerre en Ukraine, mais on l'a vu déjà dans le passé, il n'y a pas si longtemps, avec la guerre en Syrie. On le voit sur des questions comme la crise énergétique, la crise alimentaire, la crise climatique. L'ONU se contente d'être une tribune, comme ces jours-ci, où il y a des appels, oui, il faut coopérer, oui, le monde multilatéral est la seule solution aux problèmes de notre planète, mais c'est vrai que le système est paralysé et beaucoup pensent que peut-être de cette crise ukrainienne sortira une réelle volonté de réforme qui a jusqu'ici fait défaut. Merci Marc. Marc Perelman, donc en direct de New York. On va tout de suite écouter Macky Sall, le président sénégalais qui s'est exprimé justement déjà à la tribune des Nations Unies. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité telle que reflétée dans le consensus d'Iselweni. Dans le même esprit, je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. Sédik Abba, il est convaincant, là, Macky Sall. Il est tout de même à cette tribune. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, l'ONU, cette tribune déjà? Oui, je pense que la revendication est tout à fait légitime et elle est récurrente chez les Africains. La gouvernance mondiale telle qu'elle est conçue aujourd'hui est totalement inadaptée. C'est la gouvernance mondiale qui sort de la Seconde Guerre mondiale avec les vainqueurs qui ont chacun un siège au niveau du Conseil de sécurité. Elle n'est plus adaptée à notre contexte d'aujourd'hui. Il faut absolument qu'elle évolue. On a tenté
à côté des stratégies pour corriger en créant le G20, en créant d'autres structures, mais elles sont totalement inadaptées et la revendication qui est portée par Macky Sall est celle de tout un continent qui vaut aujourd'hui 1,4 milliard de personnes qui pensent qu'il a le droit de participer aux décisions qui le concernent et qui concernent le reste du monde. Michel Duclos, du coup, elle est obsolète, cette ONU, ou juste impuissante? Moi, je dirais qu'elle est surtout paralysée par ce que vous appelez la fracturation, et donc surtout par la polarisation entre l'axe russe-Chine et les Occidentaux. Et en ce qui concerne l'Afrique et d'autres, je pense que leur rôle, c'est de s'unir pour réclamer que cette polarisation cesse de tout polariser. Mais vous l'avez vous-même indiqué, il faut se souvenir que pendant la guerre froide, c'était comme ça. Et qu'en réalité, la période pendant laquelle le Conseil de sécurité a travaillé de manière efficace a été brève. Ça a été les années 90, le début des années 2000. Mais à partir Après la chute du mur de Berlin, en fait, pour faire un peu simple. Voilà, où la Russie a joué le jeu. Et sur l'affaire irakienne, les Américains n'ont pas joué le jeu, puisqu'ils se sont affranchis de toute autorisation du Conseil de sécurité. Et à partir de l'affaire syrienne, les Russes se sont enfermés dans une attitude négative systématique par la pratique du veto. Donc c'est paralysie parce qu'il y a cette modalité quand même de fonctionnement qui est liée au Conseil de sécurité avec ses 5 membres permanents qui doivent décider de tout à l'unanimité. Absolument. Il y a ça en plus de la non-représentativité dont parle Macky Sall. Oui, mais bon, les institutions sont le produit de l'histoire. Vous avez raison. Si on a, en 1945, attribué aux membres permanents ce système de veto, c'est que dans la Société des Nations, qui avait précédé les Nations Unies, il n'y avait pas de veto, et donc les grandes puissances se sont retirées. Donc la condition pour que les grandes puissances, pensions-nous à l'époque, contribuent, jouent le jeu, c'est qu'il y ait cette sauvegarde. Alors après, peut-être que... Mais elles ne jouent pas le jeu. Oui, elles en ont... On en voit les limites aujourd'hui. Voilà, on en voit les limites aujourd'hui. Et bon, comme vous le savez, la France, je ne veux pas défendre la position française, je suis retraité, ça ne me dérange. Mais le fait est que la France, elle, avec le Royaume-Uni, reste partisane de l'élargissement du Conseil, y compris un siège africain. Je rappelle aussi que les Africains n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur un membre permanent unique. Et donc, font une demande qui est plus difficile à accepter par les autres. Frédéric Joly, votre point de vue, vous qui êtes porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, on parle beaucoup des droits de l'homme. Alors effectivement, est-ce que l'ONU elle sort des rapports? Il y a eu un rapport sur les Ouïghours, il y a des rapports en Ukraine, en l'occurrence aujourd'hui, sur les exactions des Russes. Bon, le CICR est observateur aux Nations Unies. Le CICR est gardien du droit international humanitaire, des fameuses conventions de Genève qui protègent les victimes dans la guerre. Et que notre préoccupation principale, et ce depuis 160 ans, c'est qu'en attendant que le politique trouve des solutions aux conflits armés et arrive à régler, eh bien qu'il y ait un espace humanitaire suffisant pour permettre, notamment au CICR, de pouvoir travailler, que ce soit en Ukraine ou que ce soit dans de nombreux conflits aujourd'hui en Afrique. Donc notre positionnement, il est en attendant que le politique règle les crises, il faut bien faire quelque chose, et ce quelque chose est beaucoup fait par les humanitaires. Donc ça veut dire que vous vous substituez à des institutions telles que l'ONU? Non, mais je pense que par défaut, on remplace beaucoup les États qui ont l'obligation de faire respecter en toutes circonstances le droit humanitaire, qui protège les victimes dans la guerre, et comme ils le font peu, pas ou mal, eh bien dans de nombreuses situations, le CICR, par défaut, a ce rôle-là. Dans la plupart des conflits armés d'aujourd'hui, on peut en compter largement plus de 35. Alors bien sûr, la guerre en Ukraine est au centre des discussions au Conseil de sécurité. À New York, il devrait y avoir d'ailleurs une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères jeudi. Des référendums vont être organisés, c'est vraiment l'information de la journée, par les pro-russes à Louhansk, à Donetsk, à Kherson ou encore à Zaporijjia. On va faire un point en images pour en débattre ensuite. Un vote à main levée en petit comité. À l'unanimité, les membres de la Chambre civile de la région de Louhansk plaident pour l'instauration d'un référendum sur le rattachement de la région à la Russie.
Les habitants du Donbass ont déjà fait leur choix en 2014, lors d'un référendum d'autodétermination. Nous avons attendu et espéré un second référendum toutes ces années qui nous permettrait d'intégrer la Russie. Quelques instants plus tard, les régions de Donetsk, de Kherson, de Zaporijia dans le sud leur ont emboîté le pas. Le scrutin a été fixé du 23 au 27 septembre prochain. L'issue de ces 4 référendums ne fait guère de doute. Ils interviennent alors que les troupes russes perdent du terrain et manquent d'hommes et d'armes. Moscou cherche ainsi à sécuriser ses conquêtes territoriales. Tout d'abord, c'est une tentative d'établir les frontières de ces territoires-là où se trouve la ligne de front. Deuxièmement, cela donnera à la Russie la possibilité de présenter les tentatives ukrainiennes de reprendre ces régions comme une attaque directe de l'Ukraine contre la Russie. Alors, la guerre sera déclarée et il pourrait mener une mobilisation forcée. La tenue de tels scrutins n'aurait aucune légitimité démocratique. Les autorités pro-russes veulent calquer ces référendums sur celui de 2014 qui a permis à la Russie d'annexer la péninsule ukrainienne de Crimée. Un vote qui n'a pas été reconnu par la communauté internationale. Sadi Kaba, on voit bien que c'est une riposte, bien sûr, de Vladimir Poutine, des Russes. L'Ukraine mérite un soutien international plus large, c'est ce qu'a dit Ban Ki-moon dans une interview du Monde qui est parue aujourd'hui. Est-ce qu'on a l'impression tout de même qu'il y a une sorte de rupture, de conflit nord-sud justement dans ce soutien aux Ukrainiens? On a vu que Macky Sall n'avait pas vraiment soutenu au départ les Ukrainiens, il a un peu changé d'avis. Sur cette question ukrainienne, la première ministre des Barbades a dit que les conflits dans le Tigré ou en Syrie, on n'en parlait pas suffisamment alors qu'on ne parlait que de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une sorte de front anti-Occident ? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un front anti-Occident, mais il y a une volonté de la part des États, y compris de beaucoup d'États africains, de ne pas avoir un alignement mécanique sur la position occidentale. D'être, tout en condamnant l'entorse au droit international, qui est l'invasion d'un pays, l'Ukraine, par la Russie, mais de garder des canaux, y compris des canaux de communication avec Poutine. Le président Macky Sall s'est déplacé à Moscou, à Sochi d'ailleurs aussi. À Sochi, a rencontré le président Poutine, mais l'Union africaine a organisé une visioconférence pour écouter le président Zelensky. Et cette position, je pense à la fois qui n'est pas une position d'alignement mécanique. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Par exemple, il y a eu 35 pays le 2 mars 2022, lorsque devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu le vote contre l'invasion de l'Ukraine. 35 pays africains seulement ont pris part au vote, et sur les 35 pays, ce qui montre 17 bien tout de même la différence. Oui, il y a une volonté, et je pense que c'est tout à fait légitime de ne pas avoir une position totalement mécanique, de s'aligner automatiquement sur la position de l'Union européenne. Les pays africains ont, je pense, de façon légitime, la possibilité de dire sur telle position, on n'est pas d'accord. Par exemple, sur la question des sanctions, les pays africains contre la Russie, les pays africains n'ont pas un alignement mécanique sur l'Union européenne. Et je pense que ça fait partie justement de la volonté de ne pas avoir un monde unipolaire où c'est seulement l'Occident qui dicterait les choses qu'il faut faire. Et ça, vous pouvez le dire à l'ONU. Les pays africains ont cette voix à l'Assemblée générale. Bien sûr, et je pense que c'est ça, on peut critiquer l'ONU, mais c'est le seul espace où, au niveau de l'Assemblée générale, le Cap-Vert a le même droit que les nations, que les États-Unis. Michel Duclos, elle est tenable, cette position ? Est-ce que vous voyez une sorte de rupture nord-sud ? Oui, alors, moi, là aussi, je vois ça en perspective. Le clivage nord-sud a existé depuis toujours, si je puis dire. J'avais l'impression, personnellement, qu'il avait été surmonté au moment de la COP21 à Paris, où là, tous les pays du monde, quelle que soit leur géographie, politique ou autre, s'étaient rendu compte qu'on était dans le même bateau. C'était en 2016, c'était un succès pour le coup de l'ONU. C'était en 2015. C'est ce qui s'est passé par la suite. Et là, on avait retrouvé une certaine unité de la planète autour d'objectifs évidents. Et puis, ça s'est effectivement un peu effiloché. Parce que Trump est sorti de l'accord, ensuite Joe Biden est revenu. Ensuite, l'Occident n'a pas tenu sa promesse d'accompagner l'affaire du Covid a aussi été gérée de telle façon que ça a créé la perception d'une inégalité. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que sur cette affaire, on a l'impression que le clivage nord-sud réapparaît. Vous avez dit par exemple que... Sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, oui. Et vous avez dit que
Zelensky avait été auditionné par les chefs d'État de l'Union africaine. C'est vrai, il y avait 5 chefs d'État de l'Union africaine qui ont assisté à sa conférence. Oui, Et mais donc on voit bien. Mais on voit bien là. À la différence de l'Europe, il n'y a pas un siège où tous les États africains se trouvent. Lorsqu'il s'est exprimé, il y a des chefs d'État qui sont venus à Addis Abeba et tout le monde ne pouvait pas faire le déplacement. Il n'y avait pas un sommet des chefs d'État auquel on voit bien, on si vous voulez, le décalage, certains disent émotionnel ou disons psychologique. Pour nous, la Russie commet une horreur. Pour beaucoup de pays dans le monde, y compris en Afrique, la Russie commet une erreur, mais après beaucoup d'autres erreurs commises par l'Occident. Donc erreur contre horreur. Oui, et relativisme, si vous voulez. Moi, personnellement, je vais vous dire ma position personnelle. Si j'étais ministre des Affaires étrangères, je dirais à un certain nombre de pays, vous avez condamné l'invasion américaine en Irak, nous aussi, eh bien condamnez l'invasion russe de l'Ukraine. Alors, sur les sanctions, on peut être d'accord ou pas d'accord. De toute façon, ce n'est pas tellement tel ou tel pays africain qui feront la différence. Mais il y a certains pays pour lesquels leur contribution ou non est cruciale. L'Arabie saoudite, la Turquie, l'Inde. Je ne suis pas partisan, effectivement, que les Européens ou les Américains arrivent avec des gros bâtons. Mais qu'on fasse sentir quand même à ces pays que c'est gênant, que là... Mais pourquoi ils ne le font pas? Il y a bien une raison, Michel Duclos. L'Inde essaye d'avoir une sorte de statut de non-aligné. Alors Erdogan, on va l'écouter d'ailleurs, bien sûr, mais le président turc. On va l'écouter parce qu'il s'est exprimé justement sur cette question aux Nations Unies, justement à New York. Le conflit en Ukraine dépasse le seuil des 7 mois. Et nous pensons que la guerre n'aura pas de vainqueur, mais qu'un processus de paix juste n'aura pas de perdant. C'est crucial, car nous insistons sur l'importance de la diplomatie pour trouver une solution via le dialogue, une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi nous invitons les parties au forum de la diplomatie et nous appelons à ce qu'Istanbul devienne un interlocuteur pour un processus de réconciliation. Il essaye d'être un médiateur, par exemple, Erdogan. Bon. Mais pourquoi pas? Je suis aussi d'accord pour qu'il y ait des gens qui parlent à la Russie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que fait là, Emmanuel Macron aussi, d'ailleurs, il le défend. Le problème, c'est que là, les Russes viennent de franchir un seuil quand même très important, puisqu'ils annexent une partie d'un pays voisin. Cette annexation d'un pays voisin va leur donner un prétexte pour dire qu'il y a une ligne rouge, donc s'ils continuent leur attaque sur notre territoire, tout est permis, y compris l'escalade la plus violente. Bon, si on veut que des pays cessent de se comporter de cette manière, il faut que la communauté internationale, dans son ensemble, condamne. C'est ça le point. Vous pouvez réagir justement. Est-ce que vous avez cette impression, vous qui êtes beaucoup sur le terrain, qu'il y a vraiment une sorte de clivage nord-sud qui s'est recréé dans le cadre de ce conflit en Ukraine? Et on va revenir sur le référendum, bien sûr. Peut-être c'est un peu difficile à commenter, mais on a brutalement redécouvert avec la crise en Ukraine que finalement le CICR depuis très longtemps travaillait beaucoup dans des conflits assez éloignés. Finalement les plus proches étaient, mais y compris dans le temps, c'était la guerre en Europe, en ex-Yougoslavie, mais sinon ça se passait en Afrique, en Asie, en Afghanistan, en Asie centrale, etc. Là brutalement on s'est retrouvé confronté à effectivement un conflit majeur où tout l'arsenal du droit international humanitaire s'applique, qui nous permet de pouvoir discuter avec tous les belligérants, d'avoir accès aux prisonniers des deux côtés, d'essayer de pouvoir passer des lignes de front pour apporter de l'assistance. Ça, je crois qu'on l'a découvert et qu'on est longtemps resté finalement sur des conflits qui étaient beaucoup plus éloignés, y compris peut-être même de notre culture, et on est en train de brutalement découvrir quelque chose. Mais je voudrais aussi signaler que c'est la première fois... Peut-être qu'on voit un conflit avec une telle intensité médiatique, justifiée de par son ampleur, mais aussi la profusion des médias sociaux. Et je crois que c'est véritablement une première en termes de cocktail et de gestion de l'information, y compris pour nous, pour que l'humanitaire soit accepté sur le terrain, pour que l'espace humanitaire soit respecté. On est obligé aussi à la fois de faire cette pédagogie vers les médias, bien sûr vers tous les interlocuteurs politiques avec lesquels on s'adresse au quotidien, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe à travers les réseaux sociaux. Et ça fait aussi partie
finalement de l'espace humanitaire qu'il faut pouvoir conquérir pour pouvoir atteindre les victimes que nous sommes censés devoir assister et protéger. On va écouter Emmanuel Macron qui s'est exprimé justement sur ces fameux référendums qui vont être organisés dans ces différentes régions ukrainiennes, des référendums organisés par les pro-russes. Ceci n'a pas d'existence légale. Et donc il s'agit d'une provocation supplémentaire qui, à nos yeux, ne donnerait lieu à aucune conséquence sur la position qui est la nôtre. La Russie doit quitter le territoire ukrainien, les armées russes doivent quitter le territoire ukrainien, qui est un territoire souverain. Elle doit respecter les frontières qui sont internationalement reconnues. Et alors même qu'elle a organisé et qu'elle a créé des fuites massives de population, l'idée même d'organiser des référendums dans des régions qui ont subi la guerre, les bombardements, où les gens ont dû fuir, est la signature du cynisme. Sidi Kaba, la signature du cynisme. Donc là, effectivement, il faudrait condamner. Absolument. Non, il n'y a aucune hésitation. C'est tout à fait clair. On n'organise pas des référendums mascarades comme ça pour donner une sorte de légitimité juridique à une occupation. Sur ce plan, il n'y a pas de débat. Et la plupart des pays africains condamneraient sans hésiter cette forme de mascarade. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels il peut y avoir des débats. Mais sur cette question très précise, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est tout à fait condamnable. C'est une mascarade. C'est une politique de fait accomplie qu'on a vu d'ailleurs dans d'autres parties du monde, au Proche-Orient, où on occupe un territoire et on ne le rend plus. Non, ça, je pense que sur ce plan, il n'y a aucun débat. Est-ce que c'est un hasard, Michel Duclos, qu'effectivement cette annonce de référendum ait lieu aujourd'hui, donc premier jour de l'Assemblée générale annuelle à l'ONU, que Vladimir Poutine d'ailleurs n'est pas allé à New York alors qu'il utilise parfois cette tribune? Très rarement. Ce n'est pas un hasard. Non. C'est quoi, une riposte de Poutine, finalement, qui ne se fait pas à New York, mais qui se fait là, en ce moment, à travers ces référendums? Non, c'est plutôt une marque de mépris. Il est allé très rarement à New York. Je me demande si la dernière fois, c'était pas en 2015. Il faudra retrouver, mais c'est pas... Il a déjà fait, en tout cas. Oui, il lui est arrivé d'y aller, mais encore une fois, c'est pas ses habitudes. Et là, c'est clair que depuis un certain nombre d'années, il a fait le choix délibéré d'organiser une contre-société à la société internationale. Et le dernier exemple, c'est cette réunion de Samarcande, de l'OCS. Et manifestement, il n'aime pas. Il veut déstabiliser ces institutions nées de la charte des Nations Unies. Justement, cette réunion où il y avait Vladimir Poutine, Xi Jinping, mais également le Premier ministre indien que vous citez donc à Samarcande, cette institution qui s'appelle d'ailleurs, me semble-t-il, l'organisme de Shanghai, est-ce qu'elle pourrait concurrencer l'ONU? Parce qu'est-ce qu'elle vise justement à concurrencer l'ONU? Non, elle vise à concurrencer le G20 ou le G7. Et puisque vous appréciez leur vue commentaire, j'avais publié justement en 2015 un article sur les puissances émergentes et la politique mondiale. Et à l'époque, j'étais très frappé de ce regroupement qu'avaient créé ou suscité les Russes, qui s'appelait les BRICS, qui était un moyen très astucieux pour eux, en se mêlant aux Indiens, aux Chinois, aux Africains du Sud et aux Brésiliens, de se refaire une virginité. Et là, les BRICS ont atteint un peu leurs limites, et on a l'impression qu'avec l'OCS, ils créent quelque chose, les mêmes membres créent quelque chose d'un peu différent, dans le même esprit. Simplement, cette fois, c'est évidemment les Chinois qui ont pris le bâton du leadership. C'est ça peut-être la différence. Justement, Frédéric Joly, vous qui êtes justement au CICR, est-ce qu'on peut dire tout de même que l'ONU gagne à être connue sur, je dirais, les procès, par exemple, ou est-ce que le tribunal international de l'ONU est trop contesté, par exemple, par les pays du Sud? Parce que là, en ce moment, il y a des procédures, évidemment, on parlait d'Izium, mais il y a également eu des exactions à Boutcha, pardon, et donc il y a des procédures judiciaires en cours. Est-ce qu'on peut dire que là, l'ONU pourrait être efficace? Écoutez, c'est surtout à l'ONU de répondre à cette question. Force est quand même de constater que le système international sur la justice internationale est pas très bien encore organisé. On voit bien que la Cour pénale, même si depuis 1998, ça a été une immense avancée, mais il y a aussi, par exemple, beaucoup d'États qui ne sont pas membres, et parmi les plus puissants, qui ne sont toujours pas partis au statut de la Cour pénale internationale. Et donc, déjà, ce déséquilibre pose incontestablement un
problème sur l'équité finalement, ou sur, comment dirais-je, la dissuasion que pourrait apporter cette justice-là. Oui, mais on peut se dire que Vladimir Poutine pourra un jour justement devoir répondre de ses crimes grâce à un tribunal international de ce type. Il faut espérer que la justice internationale s'améliore, s'enrichisse et puisse punir tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes. Mais malheureusement, on voit que les exemples donnés, particulièrement avec la CPI, la Cour pénale internationale, vers laquelle il y avait énormément d'espoir, eh bien on voit bien qu'elle atteint malheureusement ses limites. Et pour autant, il faut continuer à encourager qu'il puisse y avoir des moyens, des instruments de dissuasion pour prévenir aussi les crimes de guerre. Le CICR travaille dans plus de 35 conflits armés actifs. Et on voit bien, malheureusement, en tant que gardien des conventions de Genève, eh bien, que ces violations sont quotidiennes, même si, à d'autres endroits, ce droit-là est aussi au minimum respecté. Avoir accès aux détenus pour le CICR, par exemple, fait que les puissances détentrices, enfin les puissances qui ont des détenus, eh bien, respectent une partie du droit. Malheureusement, c'est tout un arsenal qu'il faudrait respecter. Non, je pense qu'il y a une sorte de retour de la manivelle quand même. Les mêmes qui aujourd'hui couvrent le multilatéralisme de toutes ses vertus, y compris la justice internationale, ont contribué à son affaiblissement. Les États-Unis, par exemple, sur la question de la justice internationale, non seulement ils n'ont pas adhéré à la Cour pénale internationale, mais ils sont allés jusqu'à révoquer le visa de la procureure de la Cour pénale internationale. Donc ils ont contribué et ont entravé toutes les enquêtes que la Cour pouvait faire qui les concernaient. Donc aujourd'hui, cette brèche qu'ils ont ouverte a contribué à affaiblir la justice internationale. Et c'est pour ça qu'à l'époque où ils le faisaient, les gens les mettaient en garde. Donc il y a quoi, une sorte de perte de crédibilité? Oui, il y a un affaiblissement de la justice internationale que l'on réclame aujourd'hui du fait de certains comportements antérieurs. Michel Duclos, c'est lié aussi au comportement, justement, notamment des États-Unis? Évidemment, oui. Oui, L'affaiblissement. La Cour pénale internationale a bénéficié à un moment donné d'une atmosphère favorable dans la communauté internationale parce que les Américains, c'était les démocrates, sans vouloir y adhérer, ont laissé faire. Puis après, il y a eu une réaction. Moi, j'étais personnellement à New York quand on a transféré le Soudan à la Cour pénale, le Darfour à la Cour pénale internationale. Après des nuits de négociations, on a obtenu que les Américains s'abstiennent. Et donc là, on a eu l'impression qu'une page était tournée, mais pas du tout. Après, il y a eu Trump, il y a eu d'autres incidents. Et aujourd'hui, il y a peu de pays. Les pays africains, pour d'autres raisons, n'apprécient pas la Cour pénale internationale. Donc finalement, il reste un petit noyau d'Européens qui continuent à soutenir. Mais là encore, c'est ça la vie internationale. Il y a des hauts et des bas. Moi, je ne crois pas qu'il faille désespérer. J'ai cité le Darfour. Omar el-Bashir n'a pas été finalement à La Haye, mais il a fini par tomber. Et d'ailleurs, les autorités soudanaises vont à un moment donné faire des bruits pour dire qu'elles étaient prêtes à transférer ce tyran à La Haye. Donc ça exerce un moyen de pression tout de même. Donc, ça joue quand même un rôle. Ça joue quand même un rôle, je crois, oui. Le climat, vous en parliez évidemment de ces accords de Paris, où on a l'impression effectivement que là, il y avait eu un accord mondial, c'était vrai. Après, l'exécution, bien sûr, pose problème, puisque Donald Trump est sorti de l'accord, Joe Biden est revenu. Mais en tout cas, pour Antonio Guterres, actuel secrétaire général de l'ONU, eh bien, c'est une sorte de cri qu'il a exercé à l'ouverture de cette fameuse Assemblée générale de l'ONU. On l'écoute. Pendant ce temps, l'industrie des énergies fossiles se régale de centaines de milliards de dollars de subventions et de bénéfices exceptionnels, tandis que le budget des familles diminue et que notre planète brûle. Excellence, disons les choses telles qu'elles sont. Notre monde est accro aux énergies fossiles et il est temps d'intervenir. Nous devons demander des comptes aux entreprises de combustibles fossiles et à ceux qui les soutiennent. Joly, là, il a lancé un pavé dans la mare, il faut le dire, puisque cette idée de taxer justement les énergies fossiles, là, Antonio Guterres y est totalement favorable. Il a beaucoup parlé du climat, bien sûr. Hein. Il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis très alarmistes, donc ça fait partie vraiment de cette semaine de l'Assemblée générale de l'ONU. Et là, l'ONU pourrait continuer à jouer un rôle. Mais il faut espérer, enfin, tout ce qui peut essayer de faire progresser, on est tous dos au mur, les humanitaires aussi.
Le CICR intervient que dans les contextes de guerre. Vous avez des guerres maintenant qui ne finissent plus, qui ont des décennies. Vous avez toute la problématique du changement climatique. Vous Des avez réfugiés aussi climatiques, des déplacés comment climatiques, des réfugiés climatiques. Donc tout ça vient se surajouter. Donc conflit armé plus changement climatique et un système international économique aussi qui fonctionne de telle façon que ça ne va pas non plus aider déjà des gens qui ont la double peine du conflit armé sur leur territoire et du changement climatique. Donc on est tous dos au mur et il faut trouver des solutions, les humanitaires comme les autres, mais les solutions politiques, vous avez raison de le souligner, vont être trouvées par les États à travers des enceintes, on ne peut que l'espérer, des Nations Unies. Et le Sahel est très emblématique de ce qui vient d'être décrit. On voit, en termes de timing, d'abord, le fait qu'on parle de justice climatique aujourd'hui, c'est important puisqu'on est à l'avant-veille de la COP27 qui va avoir lieu à Sharm el-Sheikh. Ensuite, il y a un besoin de justice internationale. Et le Sahel, comme il a été si bien dit, par exemple, le Sahel contribue pour... la Banque mondiale vient de sortir un rapport là-dessus. Le Sahel contribue pour à peu près 1% à l'émission de gaz à effet de serre. Paradoxalement, puisqu'il n'y a pas d'accompagnement pour l'adaptation au changement climatique, 13,5 millions de personnes supplémentaires vont tomber dans la pauvreté d'ici à 2050 parce qu'il n'y a pas cette justice climatique, il n'y a pas cet accompagnement pour que les pays puissent s'adapter. Et ça, je pense que les Nations Unies ont un rôle important de plaidoyer à jouer pour qu'on passe vers cette justice climatique dont le monde a besoin. Michel Duclos. Alors après, effectivement, c'est aux États de mettre en œuvre à la fois cette taxe que recommande Antonio Guterres. Ce fonds, il a parlé d'un fonds, effectivement. Comment vont-ils financer ces 40 milliards, les différents États, un fonds justement pour aider les pays pauvres à faire face à ce réchauffement climatique? Je pense qu'il n'est absolument pas renfloué encore ce fonds. Non, je vous dirais peut-être d'autres choses. D'abord, il y a un risque, la polarisation géopolitique finisse par tuer la gouvernance globale. Et donc, il y a un tel degré d'hostilité entre la Chine, les États-Unis et d'autres, qu'on en oublie la coopération élémentaire sur un sujet qui nous menace tous. Et puis c'est un sujet global par essence. Absolument, par essence. Ensuite, sur le clivage nord-sud, moi, je suis dans la tradition française, donc je trouve que c'est un sujet très important et notre intérêt, c'est que ce clivage ne s'élargisse pas. Au contraire, là, je vois un risque d'impérialisme normatif, y compris de la part de l'Europe. Il faut effectivement prévoir des moyens pour adapter et pas seulement faire des plans sur la comète, mais adapter à quelque chose qui de toute façon est en train d'arriver, ça c'est certain, comme effectivement dans le cas du Sahel. Mais il faut aussi qu'on fasse attention, nous, qu'au nom d'un combat par ailleurs légitime, on ne décrète pas des règles qu'on va imposer à d'autres. Par exemple, la taxe aux frontières. Par exemple, dire aux Sénégalais, il ne faut pas exploiter le gaz naturel, parce que le gaz naturel, c'est le mauvais pour le crime humain. Parce qu'à ce moment-là, ces pays qui sont convaincus, à juste titre, que nous avons été pendant des décennies les plus grands pollueurs, c'est nous qui avons compromis la planète, maintenant on arrive et on va les empêcher de se développer au nom de la lutte contre le changement climatique. Oui, mais la Chine utilise ce discours aussi pour dire que... la Chine est dans la mauvaise foi absolue, bien sûr, et en même temps, il faut on a toujours cet espoir que sur ce terrain-là, on pourra quand même collaborer avec elle, bien sûr. On a besoin d'elle, on a besoin de la Chine et de l'Inde avant tout. Mais dans cette lutte commune, il ne faut pas qu'on perde l'Afrique ou d'autres, parce qu'on veut être les mieux-disants en matière climatique. Donc voilà, sur un plan, pardon, je m'en tiens à des considérations politiques, mais c'est mon créneau. Voilà un peu les contraintes qui, à mon avis, s'imposent à nous. Mais là, Antonio Guterres parle de taxer justement les pays riches, enfin les énergies fossiles des pays riches. Il s'adresse aux pays riches. Je pense que c'est une idée à explorer, parce que ce qui s'est passé à Paris, ici, lors de la COP21, c'est qu'il était acquis que, y compris ce que vous venez de dire, que les pays africains renoncent par exemple, à l'exploitation de l'énergie fossile, mais en contrepartie, on leur verse des sommes importantes pour accompagner cette transformation. Or, il s'est retrouvé que c'était un marché de dupes, puisque en contrepartie, l'argent n'a pas été versé et les gens, comme par exemple quand il y a eu la Covid,
Les gens ont préféré les urgences nationales, les urgences plutôt que de verser ce fonds-là. Peut-être qu'avec cette idée de Guterres, on pourrait alimenter ce fonds et amener l'Occident à tenir la promesse, par exemple, de 100 milliards de dollars par an pour accompagner justement le renoncement à l'Afrique à une partie de son développement. C'est de ça qu'il s'agit. En renonçant à certaines énergies fossiles, l'Afrique retarde son développement et en contrepartie, ce qui lui a été promis n'a pas été versé. Oui. Moi, je ne connais pas je ne peux pas comme ça me prononcer sur les modalités, mais je suis convaincu effectivement qu'il faut qu'il y ait un contrat, un nouveau contrat, si celui qui a été décidé ne marche pas, un nouveau contrat entre, disons, donc un nouvel accord de Paris ou une sorte d'accord de Paris bis une mise en œuvre de l'accord de Paris. Parce qu'il y en a eu des COP depuis. L'Occident, je ne sais pas si ça existe, mais en tous les cas entre l'Europe ou quelques grands pays et l'Afrique. Ça me paraît effectivement un axe majeur. Donc sans la Chine. La Chine aussi, bien sûr, mais c'est beaucoup plus difficile. On y est arrivé au cours des années passées. Il ne faut pas qu'en tous les cas, le fait que la Chine n'y soit pas soit un prétexte pour ne rien faire. C'est ça mon point. Il vaut mieux que la Chine y soit, bien sûr. Faut essayer Parce que là, vous renoncez à l'universalisme, justement, des accords de Paris. Oui, il faut avoir un pacte mondial, mais à défaut de pacte mondial, il faut en tous les cas faire progresser des actions, notamment euro-africaines. Donc des actions plus régionales. Frédéric Joly, ça vous semblerait peut-être être une solution? J'imagine que sur le terrain, vous voyez toutes ces frontières revenir, ces conflits, ce nationalisme, ce populisme nationaliste, d'ailleurs, dont parle Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU dans le monde aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est avant tout des victimes, ça c'est le quotidien du CICR, qu'il n'y a pas un conflit qui ressemble à un autre, mais qu'en revanche, il y a des facteurs qui viennent aggraver des situations qui étaient déjà très graves, et que la véritable problématique, c'est de voir que les guerres continuent comme on les a toujours connues, mais qu'aujourd'hui, par rapport au réchauffement climatique, quand on voit la crise alimentaire, par exemple au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, je ne vais pas faire un discours de Loris, parce qu'heureusement, il y a plein de choses aussi qui vont bien en Afrique, mais sur certains endroits, eh bien, on voit que c'est vraiment pas l'humanitaire tout seul qui réussira à sauver les populations, et avec un doublement, par exemple, des enfants malnutris en Somalie, ça a doublé cette année. La période de soudure des récoltes n'a pas été bonne. Il y a probablement aussi à venir un impact du conflit en Ukraine sur l'arrivée des engrais ou l'arrivée de céréales, parce qu'il y a une grosse dépendance. Ces problèmes-là devront être réglés par les humanitaires au présent, mais avec leurs pauvres moyens. Mais il faut véritablement des décisions urgentes politiques qui visent à ce qu'on évite le suraccident, c'est-à-dire la catastrophe dans des situations qui étaient déjà catastrophiques. Sidi Kaba, donc peut-être des accords plus régionaux, c'est ce que suggère Michel Duclos. Oui, je pense qu'il faut avancer. Entre l'Europe et l'Afrique, par exemple. Si on ne peut pas avancer globalement, il faut avancer avec ceux qui ont la volonté. Et de ce point de vue, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Union européenne, la Commission de l'Union européenne a fait des propositions. Madame s'est rendue au Sénégal, elle a rencontré le président Macky Sall. Il y a des choses qui commencent à bouger entre l'Europe et l'Afrique. L'enjeu, c'est que l'Afrique, qui est la région la moins polluante, avec moins de 4% d'émissions de gaz à effet de serre, puisse avoir les ressources qui lui ont été promises pour accompagner son adaptation. Et sur ce plan, il manque de volonté. À Rotterdam, le 5 septembre, il y a eu une réunion sur l'adaptation de l'Afrique. Il n'y a eu aucun chef d'État européen. Il n'y avait que le Premier ministre néerlandais. Et ça, ce n'est pas un bon signal. Pas un bon signal. Alors, manifestement, les États-Unis devraient annoncer un partenariat censé renforcer la coopération avec les pays riverains de l'océan Atlantique. C'est ce qu'on a appris, en tout cas, auprès d'un responsable du département d'État. Ça se passe à New York. Une dizaine de pays pourraient participer à cette initiative, dont l'Angola, le Brésil, le Ghana, le Portugal et le Sénégal. Là aussi, on voit qu'il y a une régionalisation, finalement, de ces accords. C'est ce que vont proposer les États-Unis. Michel Duclos. Donc, on sort de l'universalisme de l'ONU. Oui, mais il ne faut pas avoir de tabou de l'universalisme. Il y a toujours eu, à toute époque, des Nations Unies, un rôle important pour les organisations régionales ou pour des formats infra-régionaux. Donc, personnellement, ça ne me choque pas. Non, ce qui est frappant, c'est que on a dit que l'Ukraine risquait d'aggraver le clivage nord-sud, bizarrement, parce que normalement, il ne devrait pas y avoir de rapport. Inversement, on a vu les États-Unis redécouvrir l'Afrique. Et il y a eu cette visite de Blinken. Alors, manifestement, c'était
on voit qu'il n'est pas familier du terrain, donc ici ou là, il a commis des erreurs, etc. Mais cette administration américaine a quand même compris qu'il se passait quelque chose, que l'Afrique est appelée à jouer un rôle important dans les équilibres du monde et qu'il faut s'en occuper, quoi. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a eu un flottement pendant la période de Donald Trump. Il y a eu une distanciation entre l'Afrique et les États-Unis, y compris au Sahel, où Donald Trump a menacé de retirer l'ensemble des forces américaines qui étaient là. Là, avec l'arrivée de Biden, on sent qu'il y a un retour de l'Afrique et c'est tant mieux pour la coopération internationale. Donc en conclusion, finalement, cette ONU, elle sert à quelque chose ou pas, Michel Duclos, si on doit conclure? Parce qu'on a vu qu'effectivement, entre la guerre en Ukraine, la régionalisation des différents accords, multiplication des conflits, les réfugiés climatiques, franchement, est-ce que c'est ce fameux machin, comme le qualifiait le général de Gaulle il y a très longtemps? Non, si vous voulez, quand on critique les Nations Unies, on se focalise sur le Conseil de sécurité. Mais les Nations Unies, ce n'est pas que le Conseil de sécurité. C'est de multiples agences, de multiples enceintes. Trop d'agences, trop d'enceintes. Non, mais non. Regardez, par exemple. Trop bureaucratique. Regarde à ne pas jeter le bébé avec l'ONU. Voilà. L'ONU sert à quelque chose encore. Regardez l'Ukraine, l'accord sur le blé. Certes, la Turquie a servi d'intermédiaire, mais c'est quand même l'ONU qui a permis l'accord. Ce qui se passe avec les centrales nucléaires, Zaporijjia, c'est l'AIEA. Donc, il ne faut pas dire que... L'Agence internationale de l'énergie atomique. Il faut pas dire que les Nations Unies, en tant que telles, sont inutiles, ne font rien. C'est tout simplement faux. Simplement, ce que font les différents organes des Nations Unies n'est pas toujours extrêmement visible, parce qu'on se polarise sur ce qui ne marche pas, qui est le Conseil de sécurité. Elle ne règle pas les conflits, l'ONU, en tout cas. Oui, elle a des problèmes pour régler le conflit. Je pense que ce sont tendons d'Achille, les conflits. Quand on voit... parce que là, facilement, les pays acteurs brandissent le droit de veto et ça retarde les choses. Mais sur les questions de développement, sur les questions socio-économiques... Dans les conflits, on rejoint la polarisation géopolitique. J'observe quand même qu'au Yémen, il y a eu un accord dû au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Frédéric Joly, ça sert à quelque chose, l'ONU ? Je pense, si on prend les agences humanitaires de l'ONU, si ce n'est le Haut-Commissariat pour les réfugiés ou le Programme alimentaire mondial, on peut vérifier tous les jours que si elles n'étaient pas là, ce serait encore plus compliqué pour les humanitaires sur le terrain. Et puis je pense, et ça c'est l'expérience du CICR, qu'il faut toujours se parler et que c'est une enceinte qui est aussi faite pour ça et que le CICR essaye d'avoir un contact confidentiel avec tous ceux qui se battent dans les terrains où ils travaillent. Et tant qu'on arrive au moins à se parler, on fait probablement progresser nos actions et cette diplomatie ras du gazon, très humanitaire du CICR, mais qui est, je pense, tout aussi importante que celle qui se fait à New York ou à Genève aussi. Donc elle ne résout pas les conflits, elle ne prévient pas vraiment les conflits non plus. Non, ça c'est un vieux rêve, la prévention des conflits. Ça faisait partie des missions, me semble-t-il. Oui. Enfin, à l'origine. Elle interdit la guerre. Elle interdit la guerre dans les grands principes. Enfin bon. Non, ce qu'il faudra voir dans les années qui viennent, c'est... C'est quand même une réforme, peut-être, des Nations Unies. Oui, et puis c'est les équilibres internes. C'est-à-dire que la Russie a, depuis des années, fait le choix de dynamiter le système. La Chine, c'est plus compliqué. Elle a fait le choix, au contraire, de s'infiltrer et de contrôler de plus en plus. Les Américains, sous Trump, s'étaient totalement retirés. Maintenant, ils s'aperçoivent que s'ils se retirent complètement du système, ils laissent la place aux Chinois. Donc, dans les années qui viennent, on va voir se rétablir de nouveaux équilibres où, à nouveau, un certain nombre d'acteurs importants vont se réinvestir dans les Nations Unies. Je pense qu'une des leçons du contexte d'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réforme. Le cercle des pays qui exigent une réforme s'est élargi. L'Afrique a pendant longtemps parlé d'une injustice et qu'il faut réparer. Et aujourd'hui, avec cette situation, on voit que le système actuel n'est pas tenable. Le statu quo n'est pas tenable. Il faut trouver les moyens de réfléchir ensemble à une réforme qui rende les Nations Unies plus efficaces. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sadi Kaba. Merci, Michel Duclos. Merci à vous, Frédéric Joly. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.